L'étude d'un PST est basée sur la conception d'un logiciel de simulation de la trajectoire d'une balle de golf. Ainsi, il a fallu dans un premier temps étudier les phénomènes physiques mis en jeu lors de cette trajectoire, avant de pouvoir regarder les équations qui en découlent et ainsi obtenir la matière nécessaire pour la tracer. Suite à nos études, nous avons décidé de découper notre trajectoire en 3 phases différentes. Donc, nous allons dans un premier temps étudier la première trajectoire suite à la frappe de la balle, puis la phase regroupant les différents rebonds. Cette phase est constituée des différentes trajectoires qui se succèdent les unes aux autres, séparées par un contact avec le sol. Enfin, nous ferons une étude du roulement de la balle sur le sol, où il y a un changement de nos équations de la trajectoire. Nous allons dans un premier temps regarder les différents principes qui nous ont permis d'écrire nos équations, puis nos équations que nous avons utilisées dans notre code, et enfin une petite analyse des résultats obtenus. Tout d'abord, nous allons commencer par présenter les différents phénomènes physiques mis en jeu lors de la trajectoire d'une balle dans les airs. Il y a tout d'abord la force de pesanteur, due à l'attraction entre la balle et le sol, qui a la valeur moins mg selon l'axe vertical, avec g étant l'accélération de la pesanteur. Ensuite, les forces aérodynamiques sont à prendre en compte. Il y a tout d'abord les forces de portance, qui est perpendiculaire à la direction du vent qui entoure la balle et qui permet à la balle de voler plus longtemps. Celle-ci a pour formule Fp égale 1,5 de Cz fois S fois ρ fois V carré, avec Cz le coefficient de portance, S l'aire d'une coupe de la balle passant par son centre, ρ la masse volumique du volume, et enfin V la vitesse de l'objet par rapport à l'air. Ensuite, il y a aussi une autre force, une force de traînée. Celle-ci est dans la direction de propagation de l'air autour de la balle. Une résistance au mouvement est créée par une dépression à l'arrière de la balle et une surpression à l'avant de celle-ci, ce qui entraîne une force allant des basses pressions vers la haute pression. Sa formule est donnée par Ft égale 1,5 de Cx fois S fois ρ fois V carré, où cette fois Cx est le coefficient de traînée. Enfin, la dernière force qui agit sur notre balle durant ce trajet est l'effet Magnus. Cet effet est dû à la rotation de la balle. Cette rotation, qui est liée à la viscosité du fluide, entraîne la courbure de la trajectoire selon son axe de rotation. Cela est encore dû à la création d'une différence de pression. Et dans notre code, nous utilisons cette vitesse de rotation dans le calcul des coefficients de traînée et de portance. Et cela sera présenté dans le reste de la présentation. Donc, nous allons maintenant passer à l'étude du rebond. Entre chaque trajectoire, il y a un rebond, donc un contact avec le sol, où des coefficients diminuent la vitesse de rotation angulaire de la balle selon les axes et la vitesse de la balle tout simplement selon ces 3 axes du plan, enfin de l'espace. Donc ceci est dû à un transfert d'énergie au sol suite à des déformations. Et afin de représenter cela dans notre code, nous avons réalisé une diminution de la vitesse, enfin des différentes vitesses selon les 3 axes grâce à des coefficients spéciaux. Puis, pour la phase de roulement, il y a une diminution de la vitesse qui est due au contact avec le sol et donc à la création d'une force dans le sens opposé au mouvement. Dans notre simulation, nous avons décidé de représenter cette force par un coefficient donc proportionnel à la vitesse de la balle, de la forme F égale moins mu V, avec V la vitesse de la balle selon les 3 axes, donc un vecteur. Donc c'est une force qui s'applique directement sur la vitesse de la balle grâce à un certain coefficient. Le passage entre les différentes phases de la trajectoire sont dus à des vitesses qui deviennent très petites selon les différents axes. Ainsi, le passage au roulement est réalisé lorsque la vitesse selon l'axe Z devient inférieure à une valeur que nous avons rentrée nous-mêmes. Et l'arrêt total de la balle en fin de trajectoire est réalisé quand la norme de la vitesse, donc qui est selon les axes X et Y, vu qu'elle est alors nulle selon l'axe Z, devient elle aussi inférieure à une certaine valeur selon en norme, ce que nous avons donc défini nous-mêmes dans notre code. Maintenant, nous allons présenter un peu la partie codage. Donc, notre code il est composé de 5 programmes, donc 4 fonctions et un script principal qui appelle ces différentes fonctions. La première fonction permet de calculer les coefficients de traînée et de portance. On y retrouve les expressions suivantes. Après, on calcule tout d'abord le coefficient de Reynolds qui va nous permettre de décrire l'écoulement du fluide autour de la balle avec la formule RE égale ρ fois V fois D divisé par mu, la viscosité. Et à partir de ce calcul, nous pouvons définir 3 cas pour le calcul du coefficient de traînée.
le cas où RE est compris entre 50 000 et 100 000, le cas où RE est inférieur à 50 000 et le dernier cas où RE est supérieur ou égal à 100 000. Donc maintenant, il y a un autre coefficient, le coefficient de portance. Donc le calcul du coefficient de portance, il est bien plus simple et se calcule de la manière suivante, comme vous pouvez voir sur la diapositive. Et en fait, si cette valeur est inférieure à 0,3, on va alors prendre une valeur de CZ égale 0,3 pour avoir des valeurs correctes. Et en fait, à chaque point, ces coefficients ils sont calculés, car en fait, ils évoluent tout au long de la simulation avec, par exemple, la vitesse de la balle qui va varier. Donc ensuite, il y a une deuxième fonction qui nous permet de calculer les coefficients de rebond entre chaque trajectoire, donc réalisée grâce au code présent sur la diapositive. Donc, dans cette formule nous permet de calculer les coefficients qui vont agir sur la vitesse de la balle selon les trois axes, mais également sur la vitesse de rotation de la balle, car celle-ci est impactée durant le contact avec le sol, dû au contact. Donc, pour prendre en compte cela dans nos équations, nous avons décidé de créer un repère local. Et donc, nous calculons notre coefficient de rebond qui agit sur notre rotation grâce dans ce repère local, car il y a une déformation locale. Le calcul du coefficient qui s'applique sur les vitesses est plus simple et se fait dans le repère terrestre. Après, il y a encore une autre fonction qui nous permet de calculer la trajectoire lorsque la balle est dans les airs. En fait, celle-ci, c'est la fonction trajectoire. On a nommé comme ça trajectoire dans notre code. Elle retourne un ensemble de points qui sont calculés à partir des conditions initiales sur la vitesse et la position. On y retrouve les équations de la trajectoire que vous pouvez voir sur la diapositive. Et afin de calculer cette trajectoire, nous avons décidé d'utiliser la méthode de l'air. Ainsi, n'ayant pas forcément de solution directe à ces équations, chaque nouvelle coordonnée est calculée en utilisant les caractéristiques du point précédent. On calcule l'accélération du point grâce aux vitesses du point d'avant et ensuite on multiplie l'accélération par un petit intervalle de temps, nommé delta t, pour obtenir la vitesse et idem pour la position. Tout ça en conservant la vitesse et la position du point précédent. On somme les variations. Donc sur cette diapositive, les double grand X représentent l'accélération, grand X la vitesse et petit x la position. Et idem pour les trois coordonnées de l'espace. Enfin, il y a une quatrième fonction qui nous permet de calculer la trajectoire de la balle lorsque celle-ci roule sur le sol. Donc cette fonction utilise la même méthode que la fonction précédente, mais avec une définition de l'accélération ne prenant en compte que cette force induite par le roulement sur le sol. Donc nous utilisons également la méthode d'Euler dans cette fonction qui s'appelle trajectoire roulement. Cependant, celle-ci possède un désavantage car elle est pas précise. Donc, on utilise des intervalles de temps qui ne sont pas minimes. Donc, une erreur est calculée à chaque fois par cette méthode d'intégration plutôt simple. Et vu que chaque coordonnée dépend des points précédents, ces erreurs vont s'accumuler durant le calcul de la trajectoire à chaque fois. Donc, ce qui rend notre trajectoire moins précise. Donc, il faudrait utiliser une autre méthode afin d'obtenir une trajectoire plus précise ou diminuer ces intervalles de temps, mais ce qui prend donc plus de temps pour calculer la trajectoire. Enfin, dans le script principal, il est défini les différents paramètres du programme et les conditions initiales. Et ensuite, nous utilisons des boucles qui nous permettent de passer d'une condition à l'autre et donc de suivre l'évolution de la trajectoire de notre balle à travers le temps. Et grâce à des while, donc ces boucles sont présentées sur le slide ici. Et on voit également ce qui nous permet de poser chaque nouvelle trajectoire de notre balle. Donc maintenant, on va vous présenter nos résultats finaux et les différents paramètres qu'on a fait varier et qui influent sur notre trajectoire. Donc, afin de pouvoir obtenir une représentation de notre trajectoire, il est important de mettre en place des différentes conditions initiales qui permettent de calculer les premiers points de notre trajectoire. Ceci concerne la vitesse du vent, l'angle initial de frappe, la vitesse initiale de frappe et la position initiale de la balle sur le tee.
Pour nos premières modélisations, nous avons décidé d'utiliser un fer 7, faisant donc un angle initial avec le sol de 55 degrés. Cependant, cette valeur est facilement modifiable, donc il est possible de représenter tout type de fer, la trajectoire de tout type de fer. Donc, nous allons maintenant passer à la visualisation des trajectoires pour les différents paramètres. Nous avons décidé de faire varier différents paramètres pour observer l'impact de ces variations sur la trajectoire obtenue de notre balle. Donc, nous avons tout d'abord fait varier la vitesse du vent, donc tout en haut à gauche. Donc, ceci agit directement dans les équations de la trajectoire et dans la définition de l'accélération, car on utilise une vitesse relative afin de calculer nos trajectoires. Donc, le vent est défini sur les 3 directions. Et ici, nous avons positionné un vent selon l'axe X. Et on observe bien que ceci impacte directement la trajectoire qui est alors complètement entraînée selon l'axe X. Et ce vent peut être défini positif ou négatif afin d'aller dans toutes les directions possibles de l'espace. Ensuite, il y a la vitesse initiale de rotation de la balle, donc en haut au centre. On observe bien que la variation de la trajectoire avec l'augmentation de cette vitesse de rotation, plus celle-ci est élevée, plus la trajectoire va varier en fonction du temps. Dans notre simulation, nous avons décidé de représenter cette rotation selon l'axe X, la vitesse de rotation de la balle. Dans la réalité, celle-ci va varier en fonction de l'angle d'inclinaison du fer par rapport à l'horizontale et va donc dépendre de chaque fer. Ensuite, nous avons fait varier la vitesse initiale de frappe, donc tout en haut à droite. Donc, les résultats obtenus semblent très cohérents. Donc, plus la vitesse initiale est importante, plus la balle va aller loin. Donc, par exemple, ici, on voit qu'elle va jusqu'à 120 mètres selon l'axe Y, alors que, par exemple, dans l'étude, dans le cas précédent, selon l'axe Y, elle allait à 40 mètres et 40 mètres également selon l'axe X. Tout en bas, en bas à gauche, nous avons fait varier le coefficient de roulement de la balle sur le sol, car nous n'avons pas réussi à trouver ce coefficient dans la littérature. En effet, il dépend des paramètres que l'utilisateur va lui-même entrer, car il dépend du gazon, des conditions météo, et de tous les terrains sur lesquels la balle va rebondir. Donc, c'est à l'utilisateur de les définir. Donc, dans les cas précédents, nous l'avions placé à 0,9 et ici, nous avons fait un essai avec 0,5 et nous voyons donc que la balle va rouler beaucoup plus loin. Et ce coefficient évolue également avec la forme du terrain. Enfin, la dernière simulation concerne l'angle initial de la frappe. Donc, nous pouvons le faire varier dans notre code car nous définissons un angle dans un repère sphérique. Du coup, nous pouvons donner l'inclinaison que nous voulons au départ, ce qui permet de représenter les différents fers. Ici, nous avons représenté une inclinaison de 20 degrés à la place de 55. Donc, nous voyons bien que la trajectoire de la balle va beaucoup moins haute, mais va forcément plus loin, car la vitesse initiale n'a pas changé. Et on peut donc voir que l'évolution de cet angle influence directement la distance parcourue par la balle. Et pour que notre modélisation soit un peu plus complète, il aurait fallu que nous puissions faire évoluer la forme du terrain à notre souhait. Donc, pour conclure, en réalité, à travers ce projet, nous avons pu découvrir de nombreux phénomènes et réaliser un travail qui est primordial pour notre futur métier d'ingénieur, avec la création d'un modèle mathématique pour représenter au mieux possible la réalité. Cela nous a montré la complexité d'un modèle où tout est lié, tout en nous permettant de nous améliorer sur un logiciel que nous connaissons certes, mais qui est quand même un peu compliqué, qui est le logiciel MATLAB.